Alors, je vais vous parler dans un premier temps, un petit peu vous faire une présentation de la pêche et de l'aquaculture sur la région Corse. Et dans une deuxième partie, vous présenter les besoins de la pêche, de la petite pêche côtière insulaire au regard du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Donc tout d'abord, en Corse, l'activité de pêche est très ancienne puisqu'on a observé des groupes de pêcheurs depuis l'Antiquité gréco-romaine. Il y a une première prud'homie qui s'est mise en place en 1801. Et comme vous le voyez sur cette carte, l'île est divisée en quatre prud'homies. Et il y a un comité régional des pêches et des élevages marins qui s'est mis en place en 1991. Il y a un peu plus de 200 unités de pêche, ce qui représente 250 emplois directs. Et comme vous le voyez, il y a principalement une petite pêche côtière. Il y a 188 licences de petite pêche côtière. Et il y a aussi des petits métiers du large, des corailleurs et très peu de chalutiers. Donc la flotte de pêche est une flotte artisanale qui utilise de plus en plus des techniques de pêche qui sont respectueuses de la ressource, comme des palangres, des nasses, etc. On a des excursions qui se font à la journée ou à la demi-journée. La taille des navires est en moyenne inférieure à 10 mètres. L'âge des navires est légèrement supérieur à 25 ans. Et les pêcheurs ont une moyenne d'âge de 50 ans. Donc c'est une profession qui est assez vieillissante. La Corse compte 1043 km de côte. La pêche s'effectue sur une bande littorale de 0 à 3000 nautiques. Il y a principalement des micro-entreprises qui sont familiales. Il n'est pas rare de voir le père patron pêcheur, la femme qui s'occupe de la vente et de la comptabilité, et pendant la période estivale, le fils qui vient apporter un soutien en tant que marin. C'est un moyen pour les jeunes de se former en Corse, d'exercer une profession sur l'île et de ne pas devoir s'exiler sur le continent par crainte du chômage. Au niveau de l'aquaculture, donc, il y a 10 entreprises aquacoles qui créent 120 emplois directs, 7 entreprises de pisciculture, donc le loup, la dorade et le maigre, qui produisent 1040 tonnes par an, et la quasi-totalité est vouée à l'exportation. Tandis qu'au niveau des fermes conchilicoles, qui produisent des moules, des huîtres plates et creuses, on a plus de 1000 tonnes qui, en revanche, restent principalement sur l'île. Les entreprises piscicoles donc, ont un label rouge et se sont engagées dans des démarches de qualité afin d'obtenir une appellation bio et IGP, c'est-à-dire un indicateur protégé. En plus, il y a un suivi environnemental des fermes qui est fait tous les 2 ans depuis 2008 et un service d'assistance d'urgence vétérinaire. Au niveau de la consommation du Fonds européen pour la pêche, ça a été très utile. Comme vous le voyez, au niveau de la pêche et de l'aquaculture, on a une consommation qui est très forte. Et là, on a de plus en plus de dossiers qui arrivent, donc je pense qu'on aura une consommation totale du fonds. Alors, dans cette deuxième partie, je vais donc porter un regard un petit peu le regard de la région Corse sur ce fonds européen à venir. Et pour un petit peu voir les différents articles qui ne correspondent pas trop à nos besoins, enfin, qui mériteraient d'être revus, donc notamment l'article 13 avec toutes les aides qui sont inéligibles. Donc la construction de nouveaux navires, les sorties de flotte, les arrêts temporaires d'activité, la pêche expérimentale, le transfert d'entreprises de pêche. Donc c'est vrai que tout ça, c'est regrettable que ce ne soit plus éligible. Et donc ça a notamment fait partie des points discutés lors du Conseil des ministres du 12 juin au Luxembourg. Et visiblement, cet article a été rejeté et sera donc remis en négociation à l'automne. En ce qui concerne l'article 32 sur les diversifications et la création d'emplois, donc ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'en fait, les pêcheurs, pour se diversifier, doivent le faire de façon totale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de reconversion partielle.
Or, ce serait vraiment intéressant, notamment au niveau de la saison estivale, où il y a beaucoup de touristes, et de le faire à temps partiel. Donc, il serait aussi intéressant que les activités de pescatourisme et d'ititourisme soient bien mises en avant dans cette diversification. Donc, ce qu'on regrette aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'accompagnement pour l'installation des jeunes, et afin d'assurer le renouvellement générationnel. Et aussi, on attache une importance à ce que ces jeunes soient formés pour avoir des techniques de pêche respectueuses de la ressource et pour ne pas pêcher plus, mais pêcher beaucoup mieux. Au niveau de l'article 33 qui concerne la sécurité et la santé à bord, donc là, les aides sont réduites au minimum, c'est-à-dire uniquement pour répondre aux normes européennes et nationales. Et ces aides apparaissent une seule fois sur les 5 années de programmation, ce qui est relativement peu. L'article 34 donc, traite des concessions de pêche transférables, dont on a largement entendu parler ce matin. Donc c'est vrai que ça ne semble pas adapté aux petites pêches côtières. Et c'est un point qui a également été débattu lors du Conseil des ministres du 12 juin dernier. L'article 36 donc, a pour but de limiter l'impact de la pêche sur le milieu marin. On regrette que ces aides interviennent également une seule fois sur les 5 années de programmation. Ce qu'on a souvent vu, c'est que les pêcheurs font des investissements pour essayer dans un premier temps, puis ensuite ils y reviennent pour acheter beaucoup plus de matériel. Donc là, vous voyez de l'innovation sur des casiers à langoustines. On travaille avec des scientifiques pour essayer de mettre en place des engins de pêche sélectifs et qui garantissent le revenu des pêcheurs, mais qui soient en même temps respectueux de la ressource. Alors, dans l'article 39 qui prévoit la réduction de l'impact du changement climatique, donc on voit qu'il y a un désir de réduire les émissions de polluants et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en revanche, il n'y a pas d'aide pour les remotorisations. Or, l'acquisition de moteurs hybrides, nouvelle génération, moins polluants, moins gourmands en énergie serait vraiment intéressant. Dans l'article 40, donc, on traite de la qualité des produits et de l'utilisation des captures indésirées. Donc là, on rejoint dans le règlement de base l'objectif zéro rejet, qui est assez difficile, en tout cas pour la région Corse, car les navires ne sont pas en capacité de pouvoir accueillir des équipements pour stocker toutes les captures, en fait. En raison de leur taille, comme je vous l'ai dit précédemment, ils font en général moins de 10 mètres. En plus, c'est une pêche qui a très peu de rejets. Il y a une vente qui est directe au cul du bateau au débarquement. Et souvent, les rejets sont utilisés donc, dans des seaux avec du sel pour créer des appâts. Et quand bien même il faudrait tout prendre, ça nécessiterait donc un traitement sur le quai et l'emploi de personnel supplémentaire, ce qui est économiquement difficile pour les entreprises. Au niveau du futur axe 4, donc là, ce qui serait vraiment souhaitable, c'est que les régions soient impliquées, donc bien évidemment généralement dans les programmes opérationnels, mais également plus particulièrement dans ce chapitre 3. Notamment en ce qui concerne les critères de sélection de zones, les critères de développement de stratégies locales. Aussi, il serait bien de se servir de l'expérience du Fonds européen pour la pêche pour éviter toutes les lenteurs et toutes les lourdeurs administratives. Donc, la mise en place du rendement maximum durable, donc, comme on l'a dit, ça apparaît comme étant assez difficile. Sur quelles données se baser? A-t-on vraiment les outils pour le mettre en place? Sachant qu'en plus, en Méditerranée, on a une pêche qui est plurispécifique. Donc, ça a été discuté lors du Conseil des ministres et donc, visiblement, ça a été débattu et ce ne sera pas mis en place immédiatement. Et quand bien même ce serait mis en place, est-ce que l'instrument financier de la politique commune des pêches prévoit une compensation pour les pêcheurs? C'est-à-dire qu'on va peut-être leur dire, vous devez pêcher 2 tonnes au lieu de 5 tonnes. Est-ce que ces 3 tonnes seront compensées financièrement? Ça, visiblement, ce n'est pas pris en compte.
Donc en conclusion, on regrette vraiment qu'il y ait on incite un petit peu les pêcheurs à effectuer une reconversion totale. On n'accompagne pas les jeunes dans leur installation. On se demande aussi si la petite pêche côtière, qui a des caractéristiques très importantes, ne devrait pas avoir une attention particulière, voire un règlement particulier. On constate également qu'il y a une forte enveloppe budgétaire qui est liée au contrôle et aux collectes de données, peut-être au détriment de l'accompagnement des entreprises de pêche. Un point qui semble important aussi, c'est d'impliquer largement l'échelon régional dans l'élaboration des programmes opérationnels. Donc visiblement, au niveau du gouvernement français, il y a des négociations qui sont en cours, notamment sur le principe de bonne gouvernance, qui vise à étendre la responsabilité au niveau local et régional. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, car les régions ont des spécificités différentes qui méritent vraiment d'être prises en considération. Donc voilà, vraiment les inclure. Enfin, juste un dernier point pour information. Donc au niveau du Fonds européen pour la pêche, l'autorité de gestion relève du ministère, donc du niveau étatique. En Corse, on a une partie de l'autorité de gestion qui a été remise au préfet et qui a permis de déléguer l'enveloppe budgétaire à la région. Ce qui présente un intérêt certain dans la mesure où les dossiers à l'instruction jusqu'au paiement sont gérés dans la même administration. Voilà, je vous remercie pour votre attention.